Quand on arrive en situation de handicap, ça peut être du jour au lendemain, et aussi par maladie de naissance ou en cours de vie. Mais concrètement, on est mal informé sur nos droits, sur les choses qu'on peut en fait demander pour notre quotidien, notre confort de vie, tout simplement. Les personnes handicapées, c'est pas que des gens qui ont des problèmes, c'est aussi des gens qui sont en capacité de trouver des solutions, de se dépasser, comment dire, de surmonter les obstacles, etc. Montrer que le handicap, ça peut aussi être du haut niveau et des gens qui sont capables d'aller loin dans ce qu'ils font, dans la performance, quoi. Ouais, le sport, c'est un bon outil pour ça. Le paralympisme et l'insertion des personnes en situation de handicap. Un documentaire sonore réalisé par Louis, Benjamin et Mohamed, après les interviews de Jonathan Hiverna et Pablo Neumann, joueurs du Stade Toulousain Rugby Handisport. Donc ça fait 7 ans que je suis donc avec le Stade Toulousain Rugby Handisport. J'entame ma 8e année au rugby. Mon rôle premier, je suis un joueur offensif. Il faut savoir qu'il y a deux joueurs donc au rugby fauteuil. Il y a les joueurs offensifs et les joueurs défensifs par rapport à notre cotation. Donc les cotations sont révélées par rapport à la capacité fonctionnelle de chaque personne par rapport à son handicap. Le club a été initié en 2003 sous l'enseigne du TOM, THOM, pour Toulouse Handi Ovalie Mixte, et a eu l'image du Stade Toulousain Rugby Handisport en 2009 même, pardon, excusez-moi, 2009. Donc c'est l'impulsion de Monsieur Neumann Pablo, qui est le président aussi actuel, qui s'est rapproché donc de la structure du Stade Toulousain, qui a demandé d'avoir cette image forte pour envoyer en fait une image forte autant sur l'aspect sportif, mais aussi sur l'aspect social, qu'on est complètement intégré, que c'est du sport de haut niveau. Donc c'est vrai que c'est un gros tremplin, et le Stade Toulousain a une grande implication sociale au sein de la société. Alors moi j'ai une place un petit peu spéciale parce que moi, je suis joueur dans une des équipes, je suis aussi le président de l'association et j'ai fondé en fait cette association, alors pas tout seul, avec d'autres personnes qui sont plus là aujourd'hui. J'ai fondé ce club en fait en fin 2003, juste après que j'ai eu mon accident en fait. On a été le premier club en France à pratiquer cette discipline, à l'importer en fait en France. Donc voilà, moi je suis un peu l'ancien du truc, je suis là depuis le tout début quoi. Le sportif, en fait, on a 4 équipes aujourd'hui, une activité sportive, une sportive qui tourne à plein régime. Mais tout ça, c'est que la moitié de notre activité, en fait. L'autre moitié du projet de l'association, c'est mener des actions qui ont pour but de favoriser l'insertion des personnes handicapées. Donc, on mène des actions de sensibilisation dans les entreprises, dans les écoles, etc. Et on mène aussi des actions auprès directement des personnes handicapées, donc pour les aider directement dans leur insertion, pour des actions de sport éducatif, rééducatif, etc. Voilà, on mène tout un tas d'actions dans ce sens-là. C'est de faire évoluer le regard des gens sur le handicap. Comment j'ai découvert le rugby fauteuil? Alors c'est un peu par hasard. J'étais au centre Jean Lagarde à la SEI. C'est un centre qui accueille des personnes en situation de handicap avec un projet professionnel et médical aussi. Donc j'ai eu la chance faire partie de le processus intégration, on appelle ça, où j'ai suivi une scolarité entre guillemets normale comme tout le monde. Donc au lycée Pierre-Paul Riquet à Saint-Orens en seconde, puis au lycée Bellevue en première et terminale STG, donc option gestion. Donc qu'est-ce qu'il y avait de bien avec ce centre? C'est qu'il y avait un suivi autant socio-professionnel et médical. Donc on était encadré par des éducateurs spécialisés, mais aussi il y avait tout le corps médical à notre portée, donc la kiné, la réadaptation et tout ce qui vient ensuite. Donc il y avait vraiment un projet de vie, et pendant 3 ans j'ai pu en bénéficier. Et en fait c'est en terminale que j'ai découvert ce sport. Donc le Stade Toulousain est venu faire une démonstration mercredi après-midi, et en fait ce qui m'a déjà interpellé, c'est déjà l'appellation rugby fauteuil. Comment on fait du rugby en fauteuil, tout simplement. C'est quand même, sous l'appellation un peu impressionnant comme ça, on se dit mais comment c'est possible? Ce que j'ai découvert, c'était extraordinaire, c'est-à-dire que des personnes qui s'engagent ardument, avec des contacts, et tout le côté aussi, pas que physique, mais le côté stratégique de la mise en place qu'on va mettre pour contrecarrer les autres personnes qui essayent aussi de faire pareil de leur côté. On est tous une famille de rugby, et voilà, je me suis rattaché à tout ça et les valeurs du sport collectif.
les Jeux paralympiques, c'est arrivé dans un moment où on s'y attendait vraiment pas, Oui. en 2011 en fait, puisque l'équipe de France était très jeune. L'équipe de France avait existé depuis 2007. Donc on pensait que ça allait vraiment nous prendre très longtemps avant de réussir à atteindre le top niveau, puisqu'il y a, il y a que aux Jeux paralympiques, en fait, il y a que 8 équipes. Donc c'est assez peu par rapport au nombre d'équipes mondiales, quoi. Et donc atteindre le top 8, on pensait pas que ça allait se faire immédiatement, puis c'est allé quand même relativement vite. En quelques années, on a réussi à se hisser en fait au top niveau mondial et à prendre part donc d'abord aux Jeux de Londres. Bon, on était là un petit peu en touriste, on découvrait totalement. Et puis on était vraiment dans la cour des grands pour la première fois. Et ensuite, les Jeux de Rio, là, c'était un peu plus préparé. On a eu du mal à se qualifier. On a dû passer par un tournoi de qualification, puisqu'on n'était pas dans le top 8. Il fallait être dans le top 6. Et on n'y était pas, donc on a dû passer par un tournoi de qualification. Mais bon, on a réussi en fait à décrocher notre qualif en battant des équipes qui sont des équipes qui étaient installées depuis très longtemps au niveau du haut du classement mondial. Et bon, c'était une super expérience, quoi, bien sûr. Oui. Non seulement c'était ultra dépaysant d'être à Rio, et puis en plus, voilà, les Jeux, c'est quand même quelque chose d'assez particulier, quoi. Se retrouver avec autant d'athlètes de partout, Oui. de tous les pays du monde, et puis être vraiment immergé au cœur du sport de haut niveau mondial, c'est quelque chose d'assez génial. Alors j'ai participé donc aux derniers Jeux paralympiques de 2016. Donc comme tout athlète, c'est une fête mais et un but ultime. Et pour moi, il n'y a aucune différence. Et les gens commencent à comprendre qu'on a les mêmes engagements et les mêmes sacrifices à terme pour essayer aussi d'accéder tout simplement à une médaille au bout, parce que voilà, c'est un entraînement au quotidien maintenant. C'est plus maintenant le sport amateur. On est devenu voilà des sportifs semi-professionnels. Et donc voilà, le niveau est vraiment très très haut maintenant. Et c'est vrai que du coup, ces jeux-là étaient extraordinaires par autant la consécration d'y aller, parce que c'était pas du tout gagné, mais aussi par la fête du rugby, la fête du sport et la fête culturelle, parce que j'ai rencontré encore de nouveau des personnes incroyables tout au long de ces jeux où voilà, on est tous dans un même but, dans un même tournoi en fait, esprit et convivialité, mais aussi on se respecte sur le terrain, mais on va pas se faire de cadeaux voilà, sur le terrain. Donc particulièrement très intense, parce qu'on a vécu quelque chose sur 21 jours, je sais pas si ça... Voilà, c'est énorme, c'est 21 jours. On avait un appartement de type T4, donc on avait un petit salon et tout, donc c'est vraiment une communauté. Et en plus, bon, comme on est un sport co, on s'apprécie énormément. Et voilà, c'était quelque chose de très intense et très particulier à la fois. Et donc au-delà de ça, c'était une expérience très riche. Et d'un point de vue résultat, nous avons fini 7e pendant ces Jeux paralympiques. Et on est à notre place aujourd'hui, mais j'espère qu'à terme, on essaiera peut-être de grignoter les 6 autres places pour essayer d'avoir une médaille. Je me souviens que, par exemple, pour les Jeux paralympiques 2012, ça m'avait fait vraiment mal au cœur que les France Télévisions avaient acheté les droits et les a revendus à 1 € symbolique à une chaîne sur le câble. Alors, ils ont fait encore un effort par rapport aux Jeux paralympiques 2016, où il y a une retransmission en direct réelle. Donc voilà, il y a encore beaucoup à faire, parce que moi, j'ai eu la chance de voyager dans de nombreux pays et l'intégrité médiatique est complètement en fait. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas de préjugés ou ce côté social que malheureusement je dirais, parce que en France on est dans la malinformation par rapport à cela en fait. C'est-à-dire que tout simplement on n'arrive pas à faire la distinction autant sur les typologies de handicap, sur la personne en elle-même, mais aussi en tant qu'athlète en fait. Oui. Donc il y a encore beaucoup à faire, les choses ont beaucoup changé, il y a de nombreux efforts, mais il y a d'autres personnes qui sont comme vous et moi aujourd'hui. Nous, on a eu la chance en fait d'arriver, de commencer nos premiers jeux en 2012, où ça a été le début en fait d'un changement d'époque un peu au niveau de ça, au niveau de la médiatisation du handisport. Depuis les Jeux de Londres, en fait, ça a pas mal évolué. Il y a eu des choses qui se sont passées et une vraie volonté, alors aussi de la part des médias français, de faire une vraie place en fait au handisport, ce qui n'était pas du tout le cas avant, quoi. Les jeux précédents,
il y avait quand même, pas du tout la même médiatisation. Ouais. Et là maintenant on a passé un peu la seconde à ce niveau-là. On est encore très loin de la médiatisation du sport valide. Bon, c'est normal, ça va prendre du temps, mais c'est qu'il y a quand même une belle évolution et on le ressent après, nous, même au niveau des clubs et des gens qu'on rencontre dans le quotidien de notre vie de club, quoi. Il y a beaucoup de, par exemple, des disciplines pour les personnes en fauteuil roulant. Tu peux pas du tout les mixer avec d'autres disciplines. Pour les disciplines pour les personnes malvoyantes, etc. C'est quand même. Et puis c'est très souvent aussi des disciplines qui sont complètement qui n'ont pas d'équivalent en fait dans le sport pour les personnes malvoyantes, quoi. Le sport qu'on pratique nous, le quad rugby, c'est un sport qui ressemble beaucoup à notre sport. Enfin, tu peux pas mettre des personnes valides dedans ou ça paraît quand même compliqué. Moi, je serais pas pour qu'on les fasse avant. Parce que comme ça, l'intégrité des médias serait suscitée par l'envie en fait de découvrir les lieux. Et nous, donc, du coup, ce serait un tremplin. Et après, ensuite, voilà, les Olympiques. Moi, je le verrais plus comme ça. Après, il y a la question qui se pose comment dire, de pas séparer les deux événements des JO et des Jeux paralympiques, parce que les Jeux paralympiques ont toujours lieu 15 jours après les Jeux olympiques. Donc on entend souvent dire qu'il faudrait que ce soit en même temps, etc. Pour y avoir été au cœur du mouvement pendant des années, on voit que c'est déjà une organisation monstrueuse en fait d'organiser des Jeux olympiques et paralympiques. Réunir les deux dans un seul et même événement, ça me paraît vraiment compliqué. L'organisation des Jeux paralympiques, c'est une fourmilière. Tu as des allées et venues, des bus, des ci, des ça, des transports, la restauration, l'hébergement. Tout est extrêmement compliqué. Il y a beaucoup de monde. Faire ça avec en plus des athlètes valides, ça me semblerait quand même très compliqué, même si dans l'état d'esprit, ça serait quand même assez chouette. Il y a plein de questions qui se posent. Il y a débat sur tous ces trucs-là. Ça pourrait effectivement être une des solutions. Le problème, c'est que il y a une modification des infrastructures entre les deux, et puis il y a aussi il y a des contraintes logistiques qu'il y a au niveau des Paralympiques, qui sont des contraintes qui n'existent pas en fait au niveau des Jeux Olympiques. Et donc là, à Rio par exemple, c'est plus dur en fait d'un point de vue logistique et organisationnel d'organiser des Jeux Paralympiques. À Rio, on a vu que pendant les Jeux Olympiques, il y avait beaucoup de problèmes au niveau des hébergements, au niveau de, je sais pas, de la plomberie, des ascenseurs, des trucs comme ça, qui ont été résolus après en fait pour les Paralympiques en fait. Et heureusement qu'au niveau des Paralympiques, tu peux pas te permettre d'avoir des hébergements dans lesquels il n'y a plus d'ascenseur, quoi. Mais heureusement tout ça avait été testé pendant les JO. Il y a eu beaucoup de trucs qui n'ont pas trop marché et qui ont été réadaptés ensuite pour permettre aux Paralympiques de marcher dans les bonnes conditions, quoi. Donc c'est difficile d'avoir un avis sur est-ce qu'il vaudrait mieux que ce soit avant ou après. Pour les Jeux paralympiques de Rio, ce qui était dommage, en termes de chiffres, ça parle parce que tous les Français, quasiment entre 10 et 15 millions, ont regardé les Jeux paralympiques, mais pendant la période hors vacances, quoi. Ça s'est passé en septembre, tout le monde travaillait et tout. Donc du coup, il y a quand même une envie des Français de regarder les Jeux paralympiques. Et les Jeux olympiques, bon, c'était beaucoup plus, mais c'était pendant les vacances. Oui, nous c'est vraiment un de nos cœurs de métier au sein de l'association de communiquer une image différente, valorisante, et positive et dynamique des personnes handicapées, quoi. Montrer, essayer de faire comprendre que le handicap c'est pas ce qu'on croit, et que c'est pas que des gens qui sont tristes et fatigués et assistés et passifs, etc. C'est facile de le faire comprendre avec le sport en fait. Il y a un échange où on découvre en fait ce monde-là où on se respecte, mais aussi on s'aide en fait. On s'aide par comment tu peux faire ci, comment tu peux faire ça, comment tu peux améliorer, mais aussi comment tout simplement améliorer ton quotidien, quoi. Le sport donne une forme et une condition physique à terme, à long terme, où en fait notre dépendance devient une autonomie. Et on arrive à faire des choses qu'on n'aurait pas pu espérer en début. On développe petit à petit au fil des années. Voilà, donc c'est vraiment une grosse insertion sociale, mais aussi de conditions physiques et d'autonomie de la personne. Déjà dans notre cadre, c'est qu'on a tendance aussi, sans le vouloir, quand du jour au lendemain,
tout simplement, notre cadre de vie change en fait. On devient tout simplement une personne en situation de handicap. On a tendance à se refermer. Il faut rentrer dans une acceptation aussi Oui. de notre handicap. Ça met beaucoup de temps. Et c'est vrai que le sport est une intégrité particulière parce que déjà, il donne une dimension d'intégration sociale parce qu'il y a d'autres personnes qui sont là, qui vous poussent, et d'autant plus un sport co parce que un sport individuel, vous êtes face à vous-même, mais un sport collectif, c'est tous ensemble pour dans un même but, essayer peut-être de gagner. Quand tu mets des gens qui sont déjà des personnes valides dans des fauteuils, que tu joues avec eux et qu'ils se rendent compte que tu es un mec normal mais assis dans un fauteuil et que tu es capable de aussi te fixer des enjeux de sport de haut niveau, etc. Le sport pour ça, c'est un outil idéal, quoi.